Au cours de 165 millions d'années d'évolution des dinosaures, les herbivores, comme le Tricératops, dépendèrent de cornes d'1 mètre pour se défendre. Mais il existait une espèce qui poussa la protection corporelle à l'extrême. L'ankylosaure de 8 mètres possédait plus de 200 plaques osseuses fusionnées au crâne et à la colonne vertébrale, créant une armure que même les dents dentelées de 20 cm du T-Rex ne pouvaient pénétrer, le transformant en char de guerre le plus efficace qui ait jamais foulé la Terre. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez, car maintenant je vais tout vous raconter. As-tu déjà imaginé un monde où des animaux immenses marchaient lentement entre de gros arbres et des buissons hauts? Il y a très longtemps, bien avant que les humains n'existent, la Terre était pleine de créatures différentes de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est dans ce monde que vivait l'ankylosaure. Ce dinosaure, connu pour son corps couvert d'une armure solide, a vécu il y a environ 70 millions d'années. Cela remonte à une période appelée le Crétacé, une époque où la planète était très différente. À cette période du Crétacé, il existait de nombreux dinosaures. Les paysages étaient variés. Il y avait de grandes plaines vertes, de vastes forêts, des marécages humides et même des rivières serpentant entre les arbres. Dans ces lieux, le climat était souvent doux, parfois chaud, et la nature était très riche. Les plantes poussaient partout. Il y avait énormément de fougères, de grandes feuilles, des buissons épais et même des arbres ressemblant à de petits cyprès d'aujourd'hui. C'était un monde rempli de vie où l'on trouvait beaucoup de nourriture pour les animaux herbivores. Cette abondance rendait la compétition entre les animaux très forte, car chacun cherchait la meilleure place pour manger et vivre en sécurité. Les autres dinosaures qui partageaient ce monde étaient aussi bien des carnivores que des herbivores. Certains avaient de longues dents pointues pour chasser, tandis que d'autres avaient de grands coups pour attraper les feuilles tout en haut des arbres. Il y avait aussi de petits animaux agiles, capables de courir rapidement ou de se cacher facilement. Mais parmi tous ces animaux, l'ankylosaure était vraiment unique. Son apparence impressionnait tous ceux qui l'observaient, même les plus grands carnivores. L'ankylosaure n'était pas seulement connu pour son armure, mais aussi pour sa taille. Il était très grand. Certains pouvaient atteindre jusqu'à 8 mètres de long du museau à la pointe de sa queue. Il était aussi très lourd, pesant souvent plusieurs tonnes, plus que la plupart des voitures que l'on voit aujourd'hui. Sa tête était large, son museau plat, parfait pour manger les plantes près du sol. Ses pattes étaient courtes mais épaisses et puissantes, capables de porter tout son poids. Tout dans son corps semblait conçu pour la stabilité et la force. Les scientifiques ont découvert des fossiles d'ankylosaures dans plusieurs parties de l'Amérique du Nord. Cela veut dire que ces animaux vivaient dans des régions aujourd'hui bien connues où l'on trouve maintenant des prairies, des montagnes ou des forêts. Ils ont aussi retrouvé des fossiles en Asie. Cela montre que l'ankylosaure et ses proches vivaient dans différents endroits, là où la végétation était abondante. Les fossiles sont des restes anciens d'os, de dents ou de plaques osseuses qui ont été enfouis dans la terre pendant des millions d'années. Les scientifiques les ont étudiés pour en apprendre plus sur ces animaux. En étudiant ces fossiles, les experts ont pu comprendre l'aspect de l'ankylosaure, sa façon de marcher, ce qu'il mangeait et comment il se protégeait. Par exemple, les marques laissées sur les os fossiles montrent parfois que l'armure de l'ankylosaure était attaquée par des prédateurs, mais résistait très bien. Cela veut dire que cette armure était vraiment très solide et utile. Les chercheurs ont aussi observé l'usure sur ses dents et ses mâchoires pour savoir ce qu'il mangeait tous les jours. Grâce à ces recherches, nous savons aujourd'hui que l'ankylosaure avait une vie bien remplie dans un environnement plein de dangers et d'opportunités. Le Crétacé, l'époque où vivait l'ankylosaure, est une des dernières périodes avant la disparition des dinosaures. À cette époque, des volcans étaient parfois actifs, le climat changeait petit à petit et les continents prenaient la forme que nous leur connaissons actuellement. Cela a influencé la vie des animaux et des plantes. Beaucoup de grands dinosaures connus aujourd'hui, comme le Tyrannosaure rex, vivaient à cette même période, créant un environnement où il fallait toujours être prêt à se défendre ou à chercher de la nourriture. L'ankylosaure était parfaitement adapté à ce monde.
Sa vie se déroulait la plupart du temps au sol, dans des zones où les feuilles, les branches et les fruits tombaient en quantité. Il passait ses journées à marcher lentement, cherchant les meilleurs endroits pour manger. Il ne montait pas dans les arbres, ne volait pas et ne nageait pas longuement. Sa vie était simple: manger, se déplacer, éviter le danger et parfois s'occuper de ses petits. Il occupait une place importante dans l'équilibre de la nature. En mangeant beaucoup de plantes, il aidait à renouveler la végétation, à disperser les graines et à maintenir l'ordre dans son environnement. La plupart du temps, les ankylosaures étaient nombreux dans certaines régions. Ils ne vivaient pas toujours seuls. Il existe des indices que plusieurs de ces animaux pouvaient marcher ensemble, formant peut-être de petits groupes discrets. Cela leur donnait plus de sécurité parce qu'un ankylosaure seul pouvait attirer l'attention de grands carnivores, alors qu'un petit groupe devenait plus difficile à attaquer. La vie en groupe avait aussi d'autres avantages, comme la possibilité de mieux surveiller le territoire ou de trouver plus facilement la nourriture. Dans cet univers de concurrence féroce pour le territoire, chaque animal avait développé ses propres méthodes pour survivre. Certains couraient vite, d'autres bondissaient, d'autres encore utilisaient des cornes, des griffes ou des cris puissants. L'ankylosaure, lui, s'était spécialisé dans la défense. Son corps entier était comme une forteresse. Une armure dure, une queue puissante et une silhouette basse lui permettaient de résister à de nombreux dangers. Ce choix de la nature pour se défendre plutôt que pour fuir montrait que la survie ne dépendait pas uniquement de la force ou de la vitesse, mais aussi de la résistance et de l'ingéniosité. Les années passaient lentement pour l'ankylosaure. Il vivait parfois plusieurs dizaines d'années, traversant les changements de saison, les poussées de végétation et parfois les périodes de sécheresse ou de grand froid. Lors des grandes chaleurs, il pouvait se cacher sous les arbres ou près des rivières pour trouver de la fraîcheur. Pendant les pluies, il trouvait des abris dans les parties denses de la forêt. Il devait chaque jour porter son corps lourd, trouver assez de plantes pour manger et rester vigilant face aux prédateurs. L'ankylosaure occupe encore aujourd'hui une place particulière dans notre connaissance de cette époque ancienne. Grâce à l'étude des fossiles, les scientifiques ont pu reconstituer une image assez précise de son apparence et de sa vie. On sait par exemple que la peau de l'ankylosaure était plus épaisse que celle de nombreux autres dinosaures, que ses couleurs pouvaient varier selon l'âge ou les endroits où il vivait, et que ses pattes laissaient des traces profondes dans la boue ou la terre humide. Les restes découverts montrent que les ankylosaures vivaient dans des environnements où la végétation était dense, avec de grandes feuilles souvent à portée de bouche, des buissons bas et beaucoup de fruits tombés au sol. Cette abondance de nourriture pouvait attirer aussi d'autres herbivores, mais l'ankylosaure était bien préparé pour se défendre si besoin. Son mode de vie était donc lié à la nature de son environnement, à la disponibilité des plantes et à la présence d'autres animaux proches. En explorant les régions où il vivait, les scientifiques ont découvert des traces de pas fossilisés, montrant comment les ankylosaures se déplaçaient, à quelle vitesse ils avançaient et comment ils posaient leurs pieds. Cela a confirmé que ces grands animaux marchaient plus lentement que d'autres dinosaures, mais restaient très stables même sur un sol difficile ou boueux. Leur poids était si bien réparti qu'il était difficile pour un prédateur de les faire tomber ou de les déséquilibrer. Dans la fin du Crétacé, où l'ankylosaure vivait, le cycle de la vie était marqué par des luttes constantes pour vivre et se soutenir. Les petits animaux cherchaient à rester cachés des plus gros, les herbivores cherchaient sans cesse de la nourriture, et les carnivores guettaient chaque occasion pour chasser ceux qui semblaient faibles. Cette organisation de la nature faisait que chaque espèce devait s'adapter, soit en développant de nouveaux moyens de défense, soit en trouvant des stratégies pour mieux vivre ensemble. Le monde de cette époque était donc un endroit fascinant, rempli à la fois de beauté naturelle et de grands dangers. L'ankylosaure, avec ses qualités uniques, montrait qu'il était possible d'exister et de prospérer dans un endroit aussi difficile. Il ne cherchait pas à dominer les autres animaux, mais à occuper une place solide et stable dans son environnement. Son rôle dans la nature était important. Il transformait le paysage par sa façon de manger, de se déplacer et même par la façon dont il se défendait.
Grâce aux restes fossiles et aux études menées par les paléontologues, nous en savons maintenant beaucoup plus sur l'ankylosaure, son époque et la manière dont il interagissait avec les autres animaux et plantes de son environnement. Cette compréhension aide à construire une image claire de la vie à la fin du Crétacé, un monde très ancien mais aussi plein de nouveautés et d'inventions de la nature. Rien ne semblait facile dans ce monde préhistorique. La vie demandait chaque jour des efforts, beaucoup d'attention et de la patience. L'ankylosaure était préparé pour relever ces défis. Aujourd'hui encore, il reste l'un des exemples les plus fascinants de la façon dont les animaux anciens ont pu survivre aussi longtemps grâce à leur adaptation lente et continue aux dangers de leur temps. Dans un monde aussi rempli de dangers et de surprises, chaque animal avait une forme bien précise, adaptée à son mode de vie et à son environnement. L'ankylosaure attirait l'attention par son apparence étonnante. Pour essayer de comprendre cet animal, il est important de regarder de près comment était son corps. L'ankylosaure était grand. Il pouvait mesurer jusqu'à 8 mètres de long du bout du museau à la pointe de la queue. Cela faisait de lui l'un des plus grands herbivores du Crétacé. Son poids était aussi très impressionnant. Certains ankylosaures adultes pouvaient peser plusieurs tonnes. Quand un ankylosaure adulte marchait sur la terre, il laissait des traces profondes derrière lui à cause de son poids énorme. Le corps de l'ankylosaure était très large. Le dos était bombé, presque comme un dôme. Cette forme lui donnait une allure solide. Il n'avait pas un long cou comme certains dinosaures. Sa tête était posée assez bas. Les pattes, courtes mais très épaisses, soutenaient le poids du corps. Chaque patte comptait plusieurs doigts terminés par des griffes courtes et épaisses. Les pattes de devant étaient un peu plus courtes que celles de derrière. Cette différence aidait l'animal à se mouvoir lentement mais sûrement. La tête de l'ankylosaure était très reconnaissable. Elle était large et aplatie. Le museau était particulièrement élargi et plat, presque en forme de spatule. Cette particularité lui permettait d'arracher facilement les plantes à ras du sol. Les narines étaient situées à l'avant, permettant à l'animal de bien sentir les odeurs proches. Cela aidait beaucoup pour trouver la meilleure nourriture. Les yeux n'étaient pas très grands, mais permettaient de voir autour en partie, même si l'ankylosaure regardait surtout devant vers le bas, pour mieux repérer la nourriture ou les dangers. Derrière les yeux, la tête s'élargissait. Les mâchoires étaient robustes mais pas très longues. Les muscles des mâchoires étaient très puissants, suffisants pour couper des plantes épaisses ou des branches basses. Les dents étaient petites, émoussées, disposées sur les deux côtés de la bouche. Il n'y avait pas de grandes dents pointues. Les ankylosaures n'avaient pas besoin de déchirer la viande, seulement de couper et mâcher des plantes. Le cou était court et bien protégé également, couvert par une peau épaisse et parfois par des petites plaques d'os. Toute la partie supérieure du cou formait une transition protégée entre la tête et le reste du corps. Le dos de l'ankylosaure représentait la partie la plus large de l'animal. Vu du dessus, on remarquait que le corps était plus large que haut. Cela donnait une grande stabilité à l'animal quand il marchait sur le sol. Le ventre de l'ankylosaure n'était pas aussi protégé que le dos. La peau y était épaisse, mais il n'y avait pas de plaques osseuses comme sur le dos. Cela rendait cette partie du corps plus vulnérable, mais grâce à la forme basse et large de l'animal, il était très difficile pour un prédateur d'atteindre le ventre. L'ankylosaure marchait toujours en gardant le ventre proche de la terre, rendant toute attaque par en dessous presque impossible. Le dos, comme expliqué, était arrondi. Il était recouvert d'une série de plaques osseuses très dures. Ces plaques rendaient l'ankylosaure presque invulnérable sur toute la partie supérieure de son corps. Les plaques n'étaient pas disposées au hasard. Elles étaient organisées en rangées régulières, du cou jusqu'à la queue. Certaines plaques étaient grandes, d'autres plus petites. Entre les plaques, la peau était également renforcée, ce qui évitait que des morsures ou des griffes puissent atteindre la chair facilement. Chaque flanc de l'ankylosaure, c'est-à-dire les côtés du corps, était aussi protégé par des plaques solides. Sur certains spécimens, des petites pointes étaient visibles le long des flancs. Cela compliquait encore plus la tâche aux carnivores qui essayaient d'attaquer de côté. Les pattes méritent aussi une attention particulière. Chaque patte comportait plusieurs os courts, robustes. Les muscles des pattes étaient larges,
parfait pour supporter le poids du corps. Grâce à ses pattes courtes et roulantes, l'ankylosaure n'était pas rapide. Ses déplacements étaient lents. Cependant, ses membres puissants lui permettèrent de rester bien ancré au sol, même si un autre dinosaure essayait de le pousser ou de le faire rouler. Les traces fossiles montrent que l'ankylosaure marchait sur la plante des pieds et que la forme du pied laissait une impression large mais peu profonde sur le sol dur. Au bout du corps, la longue queue attirait l'attention de tous. Cette queue était épaisse, pleine de muscles. Elle servait non seulement de balancier pour garder l'équilibre lors de la marche, mais aussi d'arme redoutable. À l'extrémité, la queue possédait une grosse boule osseuse appelée massue. Cette massue était composée de plusieurs parties osseuses soudées, très lourdes. La queue avec la massue est ce qui rendait l'ankylosaure encore plus spécial, car peu d'autres dinosaures possédaient une telle arme naturelle. Les parties du corps de l'ankylosaure étaient ainsi toutes adaptées à la vie qu'il menait. Manger beaucoup de plantes basses, se défendre contre les attaques et vivre dans un environnement où la taille et la force avaient une grande importance. Les scientifiques ont étudié de nombreux squelettes retrouvés dans la Terre. Ils ont pu reconstituer des modèles précis montrant l'aspect réel de ces animaux. Ils savent ainsi que les ankylosaures avaient un corps large, dos bombé, tête basse, pattes courtes et queue très forte. Le museau, large et plat, était parfait pour fouiller entre les feuilles au sol ou dans les broussailles. Les fossiles révèlent aussi des détails plus fins. Les crânes retrouvés montrent parfois des rainures profondes à la surface, preuve que la peau était très épaisse et que les muscles étaient puissants. Sur certaines parties des os du dos, il existe des traces qui prouvent que les plaques d'armure étaient bien imbriquées les unes aux autres. Cela rendait l'ensemble souple pour la marche, mais dur lors d'une attaque. La peau recouvrant le corps n'a pas laissé de traces fossiles comme les os, mais on pense qu'elle était rugueuse, couverte parfois d'écailles épaisses. Cela renforçait la protection contre les morsures, même là où il n'y avait pas de grandes plaques d'os. Au niveau du visage, les paupières de certains ankylosaures étaient elles aussi renforcées par de petites plaques. Cela empêchait qu'un prédateur, même en attaquant la tête, puisse facilement blesser les yeux. C'est un détail très spécial. Peu d'animaux avaient une telle défense pour protéger les yeux. La colonne vertébrale de l'ankylosaure était très solide. Elle supportait le poids énorme du corps, des plaques et de la massue de la queue. Les muscles du dos étaient larges, bien placés pour garder la posture droite. Les côtes étaient également épaisses, protégeant les organes internes. L'abdomen contenait un énorme estomac, car l'ankylosaure devait manger beaucoup pour survivre avec un tel poids. Si l'on observe un squelette complet d'ankylosaure, la première chose qui surprend est la taille imposante du bassin et du tronc. Cela montrait que la digestion de grandes quantités de plantes était essentielle. Le bassin large est aussi un bon indice que l'animal supportait non seulement son poids, mais aussi celui de la lourde armure sur son dos. La massue de la queue reste une merveille de la nature. Elle était formée de plusieurs éléments soudés, pesant très lourd. Les tissus entourant les os de la queue étaient très musclés. Ces muscles puissants permettèrent de faire bouger la massue de droite à gauche, créant ainsi de nombreux dangers pour tout animal qui s'approchait de trop près par l'arrière. Certains détails montrent que chez les ankylosaures jeunes, les plaques du dos n'étaient pas aussi développées que chez les adultes. Les jeunes animaux étant donc un peu plus vulnérables, jusqu'au moment où leur armure grandissait avec l'âge. La croissance de l'ankylosaure suivait ainsi le développement de ses défenses. Cela était vital pour sa survie dans un monde plein de menaces. Un autre point à noter est la disposition interne des os. La structure osseuse était adaptée pour porter la charge. Les os des pattes étaient plus denses, pour résister à la pression quand l'animal marchait ou se tenait en place. L'articulation de la queue avec le bassin était renforcée par des os spéciaux, pour permettre les mouvements forts et rapides de la massue sans casser la colonne. Les muscles étaient répartis de façon stratégique sur tout le corps. Autour des épaules et du bassin, ils étaient en plus épais. Cela aidait lors du déplacement et des changements de direction. Les muscles de la nuque étaient moins développés, car la tête bougeait peu, mais restait toujours basse, à la recherche de nourriture.
La respiration de l'ankylosaure passait par deux poumons larges cachés sous la cage thoracique. Les narines larges favorisaient l'entrée d'air. Il devait inspirer souvent, surtout pendant les longues marches à la recherche de nourriture. La couleur du corps de l'ankylosaure n'est pas connue avec certitude. Les scientifiques pensent qu'il pouvait avoir des couleurs brunes, beiges ou vertes pour mieux se confondre avec les plantes et la terre de son environnement. Cela l'aidait parfois à passer inaperçu, même avec sa taille immense. Les oreilles étaient petites, placées un peu en arrière du crâne. On pense que l'ankylosaure entendait surtout les sons graves et les vibrations de la terre. Cela lui était utile pour détecter l'arrivée d'autres animaux, qu'ils soient amis ou ennemis. Même sans grande rapidité, cet animal savait tourner sur lui-même. Cette manœuvre lui permettait de présenter toujours le côté le plus fortement protégé en cas d'attaque. La façon dont il tournait était grâce aux pattes courtes mais puissantes. Les chercheurs ont aussi étudié l'intérieur du crâne de plusieurs fossiles. À l'intérieur, le cerveau était petit par rapport à la taille totale du corps, mais il était assez développé pour permettre à l'ankylosaure de sentir, de voir et de se repérer dans son environnement. La bouche large et les dents émoussées prouvent que les repas étaient pris assez rapidement. L'ankylosaure pouvait engloutir chaque jour une très grande quantité de végétaux pour répondre à ses besoins. La morphologie générale de l'ankylosaure, c'est-à-dire la forme de tout son corps, donnait un animal difficile à blesser, stable sur ses pattes, armé jusqu'au bout de la queue et prêt à résister à la plupart des dangers de son temps. En connaissant ces détails, on comprend pourquoi cet animal a pu prospérer à la fin du Crétacé. Chaque partie de son corps jouait un rôle important dans sa survie, que ce soit la large tête, le museau plat, les pattes robustes, le dos arrondi couvert de plaques, ou bien la queue terminée par une massue. Tout était pensé pour vivre longtemps dans un monde imprévisible, plein de prédateurs puissants et de défis quotidiens. Grâce à la façon dont le corps de l'ankylosaure était formé, il pouvait se protéger presque partout. Mais ce qui rendait cet animal vraiment particulier, c'était la présence d'une armure presque complète faite de plaques très solides. Cette armure occupait une place essentielle dans sa vie de tous les jours. Pour bien comprendre comment vivait l'ankylosaure, il faut observer de près la structure et le rôle de cette armure exceptionnelle. Dès le sommet de la tête jusqu'au bout de la queue, le dos de l'ankylosaure était couvert de plaques osseuses. Chaque plaque, appelée ostéoderme, était très dure et épaisse. Sur la partie supérieure de l'animal, il y avait plusieurs rangées de ces plaques. Les scientifiques qui ont retrouvé des fossiles ont pu compter le nombre et la disposition de ces plaques. On en trouvait des grandes, des petites et différentes selon la position sur le corps. La tête était protégée par de grosses plaques soudées entre elles. Les os du crâne étaient recouverts d'une couche osseuse supplémentaire. Par endroits, les paupières étaient renforcées. Certains ankylosaures possédaient même une sorte de petite plaque solide sur les paupières, ce qui protégeait très bien les yeux. Entre la tête et le reste du corps, il y avait une continuité dans la protection. Au niveau du cou, de larges ostéodermes entouraient chaque côté. Le cou n'était jamais à découvert. Cela permettait d'éviter qu'un ennemi mordant dans cette zone n'arrive à blesser l'ankylosaure. Grâce aux découvertes des restes fossilisés, on sait que chaque ostéoderme du cou était parfois aussi épais qu'une main humaine. Le dos, la partie la plus large, portait les plus grosses plaques. Elles étaient souvent placées par deux, de chaque côté de la colonne vertébrale, formant des lignes bien ordonnées. Entre les grandes plaques principales, il y avait aussi de plus petites plaques. Tout ce système créait un ensemble rigide mais pas totalement immobile. Les plaques s'adaptaient au mouvement du dos et permettaient à l'animal de se pencher ou de tourner un peu sans gêne. Les côtés du corps possédaient aussi leur propre rangée d'ostéodermes. Chez certains ankylosaures, chaque flanc était garni de petites pointes osseuses en plus des plaques plates. Ces pointes sortaient légèrement vers l'extérieur. Elles rendaient toute attaque difficile par le côté, car un prédateur devait faire face non seulement à une surface très dure, mais aussi à des épines qui pouvaient blesser la gueule ou les griffes. En avançant vers l'arrière, la queue était elle aussi entièrement protégée. Avant la fameuse massue, plusieurs petites plaques recouvraient le dessus et les côtés de la queue.
Même sans la massue, une morsure à cet endroit aurait été très difficile pour un autre animal. Chaque plaque osseuse était soudée à la peau et parfois reliée à l'os en dessous. Cela formait une protection presque impossible à arracher. Les recherches scientifiques sur la forme de ces plaques ont montré qu'elles étaient faites d'os durs, souvent remplis de petits trous minuscules, ce qui gardait la solidité tout en évitant que les plaques soient trop lourdes. L'armure protégeait sans empêcher l'ankylosaure de bouger. Les ostéodermes n'étaient pas tous identiques. Les plus grands se trouvaient sur le dos près de la colonne, alors que les plus petits étaient vers les bords extérieurs. Les fossiles nous montrent aussi que chaque plaque avait une surface rugueuse. Certaines étaient lisses, d'autres présentaient des petits reliefs ou des bosses. Cette différence pouvait servir à mieux disperser la force d'un coup ou à renforcer la résistance de toute la structure de l'armure. Sous les plaques du dos, des muscles forts reliaient les os du squelette à la peau renforcée. Ces muscles étaient chargés de garder toutes les plaques bien en place, même quand l'animal marchait ou qu'il bougeait pour tourner. Le maintien des plaques permettait d'éviter que les attaques des carnivores ne parviennent jusqu'à l'intérieur du corps. Sur la tête, l'armure était continue. Des os spéciaux formaient une sorte de casque, avec des parties encore plus épaisses autour des yeux et des narines. La bouche restait sans protection directe pour permettre aux dinosaures d'ouvrir et de fermer les mâchoires en mangeant. Les oreilles restaient de petite taille et souvent protégées par la forme du crâne et la présence d'ostéodermes à proximité. La partie ventrale, le ventre de l'animal, n'était pas recouverte de grandes plaques osseuses épaisses. Il y avait parfois des petites structures dures dans la peau, mais la couche protectrice était bien moindre que sur le dos ou les côtés. Cela s'explique par la forme très basse de l'ankylosaure. Son ventre restait très proche du sol, difficilement accessible même pour un prédateur grand et puissant. Cette organisation limitait la masse globale de l'animal, l'empêchant de devenir trop lourd pour marcher. Les recherches sur les couleurs possibles de ces plaques n'ont pas donné de réponse définitive. Les spécialistes pensent toutefois qu'elles pouvaient avoir des teintes brunes, beiges, grises ou même verdâtres. La couleur de la peau qui entourait les ostéodermes aidait l'animal à se fondre dans la végétation, offrant un peu plus de sécurité. Dans les fossiles d'ankylosaures retrouvés en Amérique du Nord et en Asie, les scientifiques ont vu des différences dans la disposition ou la taille des plaques entre espèces proches. Certaines possédaient une armure encore plus hérissée, d'autres avaient des plaques un peu plus petites. Ces différences aident à distinguer les espèces et comprendre leur évolution. Quelques fossiles très bien conservés ont montré l'organisation des ostéodermes chez des jeunes ankylosaures. Ces derniers étaient moins protégés que les adultes. Les plaques grandissaient avec l'âge, devenaient plus épaisses et plus nombreuses au fil des années. Les jeunes, étant plus vulnérables, devaient sans doute beaucoup compter sur leur discrétion et la protection des adultes du groupe. En étudiant les traces de morsures retrouvées sur certaines plaques fossilisées, on constate que l'armure remplissait sa fonction principale. Beaucoup de coups ont laissé seulement de petites marques sur la surface dure, ne pénétrant jamais jusqu'à l'intérieur. Certains carnivores devaient abandonner après avoir essayé d'attaquer un ankylosaure bien protégé. Ce système de défense permettait à l'animal de survivre même lors de tentatives d'attaque de prédateurs géants. Par endroits, des trous ou des fentes pouvaient apparaître dans l'armure au cours de la vie de l'animal, à cause de blessures anciennes, de maladies ou du vieillissement. Mais la plupart du temps, l'ankylosaure gardait toute sa structure en bon état, ce qui assurait sa sécurité. Les plaques faisaient partie de la peau. À la naissance, les jeunes n'avaient que de petites plaques souples dans la peau, mais avec l'âge, le tissu osseux grossissait. Ces plaques devenaient ensuite de vraies couches d'os solides, difficiles à casser, fusionnant parfois avec les os du squelette. L'agencement des ostéodermes sur l'ankylosaure était aussi étudié à l'aide de modèles en plastique et de reproduction. Les paléontologues, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'armure, fabriquent parfois des copies de plaques et les soumettent à des tests de résistance. Ces expériences ont permis de voir qu'il fallait une très grande force pour percer, casser ou abîmer une partie de l'armure. L'armure
ne servait pas qu'à résister aux morsures. Elle protégeait aussi l'ankylosaure contre les coups venant de branches, de chutes de pierres ou de combats avec d'autres animaux de la même espèce. Parfois, on trouve sur les fossiles des traces de guérison. L'os avait été cassé puis s'était réparé, montrant que ces animaux pouvaient survivre à de multiples chocs au cours de leur vie. La disposition des plaques n'était pas vraiment la même chez chaque ankylosaure. Il y avait des variations selon l'âge, mais aussi selon la position géographique. Les spécimens trouvés dans les régions plus froides pouvaient avoir des plaques un peu plus larges, tandis que ceux vivant dans des régions chaudes les avaient plus fines. Cela montre que l'armure aidait aussi à réguler la température du corps. Pour compléter la défense, entre les plaques, la peau était parfois couverte de petites bosses dures ou d'écailles épaisses. Cela empêchait qu'une morsure plus fine puisse facilement s'enfoncer dans la chair. Grâce à toute cette protection, l'ankylosaure pouvait avancer lentement, manger paisiblement et rester calme même si un prédateur se trouvait à proximité. Cette armure donnait un grand avantage et expliquait pourquoi l'ankylosaure a survécu aussi longtemps durant la période du Crétacé. Au fil du temps, certains chercheurs pensent que l'évolution de la taille et de la forme des plaques était une réponse directe à la pression exercée par les prédateurs du Crétacé. Plus les attaques étaient fortes, plus l'armure devenait solide et épaisse à chaque génération. Même les fossiles de jeunes montrent des traces de croissance rapide des plaques, preuve que la protection était déjà importante dès les débuts de la vie de ces dinosaures. En étudiant les relations entre la forme des plaques et le comportement des animaux, on pense aussi que l'ankylosaure pouvait utiliser les reliefs de son armure pour communiquer avec d'autres individus. Certaines bosses ou certaines formes de pointe auraient pu signaler aux autres membres du groupe l'âge, la force ou l'état de santé de l'animal. Dans un environnement où il fallait montrer sa robustesse pour être respecté, cela avait son importance. L'armure ne gênait pas beaucoup les sens de l'animal. L'ouïe, l'odorat et la vue restaient satisfaisants, car les ouvertures nécessaires dans le crâne restaient libres de grandes plaques. Pourtant, la protection des yeux par une paupière osseuse restait très rare chez les dinosaures et montrait combien la sécurité était essentielle pour l'ankylosaure. L'épaisseur de l'armure dépendait aussi du régime alimentaire et du besoin quotidien de l'animal. Ainsi, les endroits proches du cou ou de la base de la queue étaient souvent renforcés, car ils étaient plus exposés lors des attaques. Les scientifiques mesurant parfois l'épaisseur des ostéodermes retrouvés sur ces parties. Certains dépassaient facilement plusieurs centimètres d'épaisseur. L'ankylosaure conserve sa réputation d'animal presque invulnérable, surtout grâce à cette armure complète qui recouvrait la majorité de son corps. C'est ce qui le rend encore aujourd'hui célèbre parmi les passionnés de dinosaures et les scientifiques. En vivant chaque jour protégé par cette carapace robuste, il pouvait se concentrer sur l'essentiel, trouver de la nourriture, marcher tranquillement dans son environnement naturel et se préparer à toute rencontre imprévue. Cette armure, ajoutée à la forme solide du corps de l'animal et aux muscles puissants de sa queue, lui permettait de survivre dans un monde où le danger pouvait surgir à tout moment. Grâce à cette défense, il pouvait répondre aux menaces les plus grandes, même face aux carnivores les plus redoutés de son époque. L'ankylosaure n'était pas seulement protégé par une armure. Il possédait aussi une queue très spéciale, différente de celle de nombreux autres dinosaures. Cette queue était très importante dans sa vie quotidienne et jouait un rôle essentiel lors des moments de danger. Quand on observe cette queue, ce qui frappe d'abord, c'est la présence d'une grosse masse dure à l'extrémité. Cette partie du corps s'appelle la massue caudale. Elle était formée de plusieurs morceaux d'os solides réunis pour créer une boule très lourde. La massue caudale débutait à quelques dizaines de centimètres du bassin. Les vertèbres de la queue étaient larges et soutenues par de gros tendons. Ces tendons, conservés dans certains fossiles, montrent à quel point la queue était puissante. Plus la massue était grosse, plus il fallait de force pour la porter et la faire bouger. Chez certains ankylosaures, la massue atteignait la taille d'un gros ballon. Plusieurs fossiles étudiés par des scientifiques montrent qu'elle pouvait mesurer près d'1 mètre de large pour les plus grands individus adultes. La structure de la queue était adaptée pour résister aux tensions et aux chocs répétés.
Les os s'étaient renforcés et les tendons fossilisés sont très épais, preuve que de puissants muscles entouraient toute la base de la queue. Cela donnait à l'ankylosaure la possibilité de bouger sa queue à gauche et à droite rapidement et avec force. La massue pouvait ainsi frapper un ennemi assez violemment pour provoquer la peur ou des blessures sérieuses. Les recherches sur la forme de la massue montrent qu'elle n'était jamais ronde comme une balle parfaite. Certains ankylosaures avaient une massue aplatie sur les côtés, d'autres avaient des arêtes ou des bosses. Cette diversité de formes servait à renforcer la massue et à accentuer la force de l'impact. Certains modèles reconstitués montrent que l'extrémité, très dure, était capable de briser des os ou d'abîmer la peau d'un grand prédateur. L'utilisation de la massue était instinctive. Quand l'ankylosaure se sentait menacé, il se tournait pour présenter sa queue vers l'ennemi. Il gardait la tête baissée, protégeant le cou et les yeux, puis balançait la queue en profitant de la largeur de son corps. Le mouvement était rapide, surtout grâce aux muscles situés près du bassin. Ce mouvement de va-et-vient envoyait la massue sur la cible avec beaucoup de force. Même les plus redoutables carnivores du Crétacé devaient faire attention, car recevoir un coup direct pouvait signifier une jambe cassée ou de graves douleurs. Certains fossiles d'os de dinosaures carnivores montrent des signes de blessures qui pouvaient être causés par un coup de massue d'ankylosaure. Ces traces, sur des hanches ou des pattes, expliquent comment la massue servait non seulement à éloigner les ennemis, mais parfois à leur infliger des blessures durables. Pour les ankylosaures adultes, c'était un avantage énorme dans le combat pour la survie. La queue n'était pas utilisée seulement contre les carnivores. Lorsque deux ankylosaures se rencontraient, il arrivait qu'ils utilisent leur queue pour se battre entre eux. Ce comportement est connu chez plusieurs espèces. Les coups étaient souvent destinés à impressionner ou à avertir un rival plutôt qu'à blesser. Les traces de blessures sur certaines armures d'individus montrent que ces combats pouvaient parfois laisser des bosses ou des marques, mais très rarement casser l'armure osseuse. L'articulation de la queue était un chef-d'œuvre d'adaptation. Les dernières vertèbres étaient fusionnées ou épaissies, créant une base très solide. Cela empêchait la casse lorsque la queue bougeait brusquement. Au-dessus et autour de ces vertèbres, les muscles en forme de corde reliaient le bassin à la massue. Ces muscles étaient parmi les plus grands du corps de l'ankylosaure après ceux des pattes. La massue n'était pas lourde au point de gêner la marche de l'animal. Le centre de gravité de l'ankylosaure, c'est-à-dire l'équilibre entre l'avant et l'arrière du corps, permettait à l'animal de porter sa queue sans basculer. Quand il marchait doucement à la recherche de plantes, la queue suivait le mouvement, placée légèrement au-dessus du sol pour éviter de traîner ou de se heurter contre des cailloux. Certains scientifiques ont essayé de mesurer la force d'un coup de queue d'ankylosaure en utilisant des modèles modernes et des calculs basés sur les muscles fossilisés. Ils pensent qu'un coup de massue bien porté pouvait briser des os de taille moyenne. Cela suffisait à faire fuir la plupart des prédateurs ou à les empêcher d'attaquer de nouveau. La possibilité de se défendre efficacement a sûrement joué un grand rôle dans la survie de l'espèce, surtout quand les jeunes devenaient adultes. Au fil du temps, la massue de la queue s'est développée chez l'ankylosaure adulte. Chez les jeunes, la massue était petite ou absente. Elle grossissait surtout en même temps que l'armure se renforçait avec l'âge. On suppose que les jeunes comptaient plus sur la discrétion, la rapidité ou la protection de leurs parents ou du groupe, alors que les adultes pouvaient se défendre seuls. Si la massue représentait un danger pour les attaquants, elle avait aussi d'autres fonctions. Lors des mouvements, la queue servait à garder l'équilibre, surtout quand l'animal tournait brusquement ou grimpait sur un terrain irrégulier. Cela aidait à ne pas tomber et à garder toutes ses défenses orientées vers le danger. Le reste du temps, la queue restait immobile, reposant sur la puissance de ses muscles. Sur certains fossiles retrouvés en Amérique du Nord et en Asie, les différences de taille et de forme de massue ont permis aux chercheurs de distinguer plusieurs espèces ou sous-espèces d'ankylosaures. Certaines massues étaient allongées, d'autres plus courtes et épaisses. Cette diversité montre que différentes populations ont pu s'adapter à des environnements particuliers, à des types différents de prédateurs ou à la concurrence entre membres d'un même groupe.
La surface de la massue était dure, mais parfois un peu rugueuse ou bosselée. Cela aidait à mieux transmettre la force d'un coup et à éviter que la massue ne glisse sur la peau lisse d'un prédateur. Les parties les plus résistantes étaient toujours du côté extérieur, là où l'impact était le plus fort. Les croquis réalisés par les paléontologues montrent clairement comment la queue était reliée au bassin. Chaque vertèbre caudale se soudait progressivement aux muscles et aux tendons, et la partie finale, la massue, s'articulait de façon rigide pour éviter la torsion ou la casse. Ce système n'empêchait pas la souplesse du mouvement. L'ankylosaure pouvait balancer sa queue de gauche à droite sur une grande amplitude, parfois sur un arc de plus de 90 degrés. Si un ankylosaure devait repousser plusieurs prédateurs à la fois, il pouvait tourner sur lui-même, protégeant son ventre et frappant tour à tour chaque ennemi qui approchait. Sa capacité à résister et à riposter grâce à la massue faisait de lui une cible risquée pour toute attaque de groupe. Même le redoutable Tyrannosaure Rex, avec ses dents puissantes, devait faire preuve de prudence face à la queue armée d'un ankylosaure adulte. Les restes fossiles analysés en détail révèlent aussi la présence, tout autour de la massue, de minuscules écailles épaisses. Ces écailles formaient une sorte de gaine protectrice, améliorant la résistance du bout de la queue aux coups reçus ou donnés. Chez certains individus, des fissures dans les os de la massue montrent que même les ankylosaures pouvaient parfois recevoir des coups très forts lors de combats, de chutes ou d'accidents, mais que les os étaient capables de se reconstruire avec le temps, comme le reste de leur squelette. Les scientifiques étudient aussi les traces laissées sur le sol fossilisé dans certains sites anciens. Grâce à l'emplacement des empreintes des pieds et des traînées possibles de la queue, ils savent que l'ankylosaure gardait la queue surélevée et ne la posait jamais sur le sol pendant la marche ordinaire. Cela prouve à quel point la queue, malgré sa masse, était parfaitement contrôlée par l'animal. Grâce à la robustesse de la queue, l'ankylosaure pouvait habiter des zones assez ouvertes, comme les clairières ou les lisières de forêt, sans avoir peur d'être surpris par derrière. Au contraire, le dos à l'abri de son armure, la tête basse pour manger, il restait attentif à tout bruit ou mouvement. Dès qu'un danger se présentait, il lançait sa queue dans la direction de la menace. Les jeunes ankylosaures observaient les adultes, apprenant quand et comment utiliser la queue pour se protéger. Les parents ou les membres plus âgés du groupe montraient l'exemple et décourageaient les jeunes prédateurs avec la puissance évidente de leur arme naturelle. L'évolution de cette défense a sûrement été influencée par la longue histoire des rencontres entre proies et prédateurs au temps du Crétacé. Sur les millions d'années où l'ankylosaure a vécu, seuls les individus dotés d'une massue forte et bien développée ont pu survivre et transmettre leurs particularités à la génération suivante. L'importance de la queue armée d'une massue ne se limitait donc pas à la force. Elle était aussi un symbole pour les autres membres du groupe. Une grosse massue bien formée pouvait indiquer un adulte en bonne santé et expérimenté, capable de protéger les plus jeunes et d'organiser la défense collective si besoin. La présence de la massue attirait aussi l'attention lors de certains moments de la vie en groupe. Pendant la saison des rencontres, ou lorsqu'un nouvel individu s'approchait du territoire, il n'était pas rare d'observer des ankylosaures dressant la queue ou frappant le sol pour s'annoncer et imposer le respect. L'observation des fossiles et la comparaison des différentes espèces montrent que ce trait a évolué lentement mais sûrement. Même les lointains cousins de l'ankylosaure, vivant en Asie, avaient des queues renforcées, preuve que cette adaptation leur avait permis de mieux survivre dans les sociétés de dinosaures d'il y a entre 70 et 65 millions d'années. Le système complet de défense de l'ankylosaure ne fonctionnait donc pas uniquement grâce à l'armure du dos, mais aussi grâce à l'utilisation active de la queue terminée par une massue solide. En combinant ces deux protections, l'animal avait tout ce qu'il fallait pour résister à la plupart des dangers de son environnement, pour protéger les groupes et pour participer activement à la survie et au succès de son espèce durant le Crétacé. Dans sa vie quotidienne, l'ankylosaure devait chaque jour chercher sa nourriture pour garder son grand corps en bonne santé et ses défenses efficaces. La nourriture était très importante car elle lui donnait l'énergie nécessaire pour marcher, se protéger et aussi faire fonctionner tous ses muscles puissants, y compris ceux de la queue.
L'ankylosaure était un animal qui mangeait seulement des plantes. Cela veut dire qu'il était un herbivore strict et qu'il n'a jamais mangé de viande ni d'insectes. Pour manger, l'ankylosaure utilisait d'abord sa large bouche. Le museau était plat et rond, un peu semblable à une pelle. Cette forme lui permettait d'arracher facilement les plantes qui poussaient près du sol. Il marchait lentement à travers les forêts et les plaines, dirigeant son museau vers la terre, cherchant les feuilles qui lui semblaient tendres et fraîches. Les plantes préférées de l'ankylosaure étaient les fougères, les jeunes branches souples, les feuilles épaisses et d'autres végétaux bas qui poussaient en abondance à la fin du Crétacé. En avançant, il sentait l'odeur des feuilles avec ses narines larges et basses. L'odorat était utile. Il pouvait trouver les plantes récentes, tout juste sorties de la terre, qui étaient plus faciles à manger et plus riches en nutriments. L'ankylosaure utilisait tous ses sens pour reconnaître les plantes bonnes à manger et pour éviter celles qui étaient peut-être trop vieilles, trop dures ou moins nourrissantes. Une fois qu'il repérait la plante qui lui plaisait, il ouvrait la bouche et attrapait les feuilles ou les petites branches avec ses mâchoires robustes. Ses dents étaient courtes, serrées et émoussées. Elles n'étaient pas faites pour couper comme un couteau, mais plutôt pour casser et broyer. Sa mâchoire bougeait de bas en haut et parfois d'un côté à l'autre, frottant les dents pour broyer la plante en petits morceaux faciles à avaler. La langue de l'ankylosaure n'était pas très longue, mais elle était solide et aidait à pousser la nourriture vers le fond de la bouche pour la mâcher plus efficacement. Les muscles de la mâchoire étaient aussi très développés, car ils devaient pouvoir s'activer pendant de longues heures chaque jour. Les scientifiques pensent qu'un adulte devait manger pour remplir un estomac très grand, ce qui l'occupait pendant une grande partie de son temps. Il y avait énormément de types de plantes autour de l'ankylosaure. À cette époque, la terre était couverte de forêts denses, de prairies épaisses, de buissons, de fougères et de petites plantes à fleurs. Les fruits tombaient parfois au sol et pouvaient aussi être consommés par l'ankylosaure s'ils étaient mous et faciles à mâcher. Cependant, cet animal ne mangeait pas les branches épaisses ni les écorces dures, car ses dents n'étaient pas faites pour cela. Pour digérer toute cette nourriture végétale, l'ankylosaure avait un système digestif très grand et très efficace. Son estomac était large, situé juste derrière la cage thoracique, bien protégé par les côtes et l'armure. La nourriture broyée descendait dans cet estomac, où elle restait longtemps pour être ramollie grâce à des sucs digestifs puissants. Certains chercheurs pensent que, comme beaucoup d'herbivores actuels, il pouvait avoir dans son ventre des petits cailloux avalés avec la nourriture. Ces cailloux, appelés gastrolites, aidaient à broyer encore plus les morceaux durs de plantes lors de la digestion. Le processus de digestion était lent, car les plantes sont plus difficiles à casser que la viande. Dans l'intestin, les nutriments étaient absorbés très lentement pour donner au corps toute l'énergie dont il avait besoin. Cela voulait aussi dire que l'ankylosaure devait manger beaucoup chaque jour, parfois pendant plusieurs heures d'affilée, pour obtenir suffisamment de force pour vivre. La journée commençait souvent par une marche à travers la végétation basse, le museau près du sol, à la recherche de jeunes pousses fraîches ou de feuilles tendres. L'ankylosaure utilisait ses larges pieds pour s'enfoncer doucement dans la terre, parfois soulevant des touffes de plantes avec ses griffes courtes, puis il se penchait pour manger. Il suivait parfois des chemins déjà empruntés par d'autres membres de son groupe ou passait dans de nouvelles zones à la recherche de nourriture moins exploitée. Plusieurs observations sur la disposition des dents montrent que l'usure était très visible même chez les ankylosaures âgés. Les dents étaient remplacées régulièrement mais restaient petites, car il ne lui fallait pas de longues dents pour couper des branches épaisses. Cette adaptation rendait l'entretien de la bouche plutôt facile, limitant les risques d'infection. L'ankylosaure vivait dans des endroits où la nourriture était généralement présente en abondance. Les forêts regorgeaient de fougères et de plantes basses. Lors des saisons de pluie, il pouvait trouver de la végétation verte en grande quantité. Mais pendant les périodes plus sèches, il devait marcher plus longtemps pour trouver assez à manger. Son corps était alors préparé pour supporter de petits manques,
car il pouvait emmagasiner de l'énergie dans la masse de son corps. Son habitude d'être au sol toute la journée l'exposait à la saleté, aux petits cailloux et à la poussière, mais son museau large lui permettait de sélectionner seulement les parties les plus tendres et propres à avaler. Grâce à son odorat, il repérait aussi les zones du sol où la terre était la plus fraîche, preuve que la plante était prête à être mangée. L'ankylosaure ne mangeait pas seul tout le temps. Parfois, plusieurs individus se regroupaient dans les mêmes espaces riches en nourriture. Ces petits groupes se déplaçaient ensemble, ce qui leur permettait de se protéger mutuellement en cas de danger. Lorsqu'ils trouvaient de grandes étendues de fougères ou de feuillages épais, ils mangeaient côte à côte, chacun cueillant les parties les plus faciles à atteindre. La recherche et la prise de nourriture occupaient l'essentiel de la journée de l'ankylosaure. Pendant de longues heures, il avançait lentement, mâchait, avalait, puis continuait vers la prochaine touffe de plantes. Lorsqu'il avait mangé assez, il s'arrêtait dans un coin plus tranquille pour se reposer et commencer la longue digestion de tout ce qu'il venait de consommer. Son besoin constant de manger avait aussi un effet sur le paysage. Alors qu'il arrachait les plantes basses, il ouvrait l'espace et permettait à de nouvelles pousses de sortir. En avançant et en fouinant le sol avec son museau, il participait à la dispersion naturelle des graines. Certaines graines, avalées en même temps que les feuilles, traversèrent le tube digestif et ressortaient plus loin dans les excréments. Cela aidait les plantes à se répandre dans tout le territoire. En mangeant de très grandes quantités de plantes, l'ankylosaure produisait aussi des excréments volumineux. Ces excréments enrichissaient le sol autour de lui, favorisant la croissance de nouvelles plantes et offrant de la nourriture à d'autres petits animaux ou insectes. Ainsi, l'animal jouait un rôle important dans l'équilibre de la nature qui l'entourait. Quand un danger arrivait pendant qu'il mangeait, l'ankylosaure savait s'arrêter, lever la tête et observer autour de lui. Si la menace venait d'un côté, il tournait son corps lentement ou reculait pour présenter son armure ou sa queue vers le danger. Après le danger écarté, il reprenait généralement sa recherche de nourriture, car manger restait sa priorité pour rester fort et en bonne santé. Pendant les fortes chaleurs, l'ankylosaure recherchait souvent des endroits ombragés sous les arbres. Il savait que l'humidité du sol permettait aux plantes de pousser plus facilement et que la végétation y était plus tendre. Quand la pluie tombait, il continuait à manger si la pluie n'était pas trop forte, car l'humidité aidait à ramollir les feuilles et les tiges dures. Il buvait aussi l'eau des flaques ou des ruisseaux quand il en trouvait, mais il obtenait la plupart de l'humidité dont il avait besoin grâce à la sève contenue dans les plantes fraîches. Les fossiles du crâne et des mâchoires montrent que chez l'ankylosaure, le palais était large et plat, ce qui permettait d'appuyer les morceaux de plantes contre la langue et de les écraser plus facilement entre les dents. Les muscles des joues aidaient à garder la nourriture dans la bouche et à mâcher sans la perdre. Une fois la nourriture bien broyée, elle descendait dans l'estomac où commençait la vraie digestion. La longueur de l'intestin permettait de récupérer chaque élément nutritif des plantes, car ces dernières sont difficiles à digérer. Ce processus long gardait l'animal rassasié plus longtemps, mais l'obligeait aussi à consacrer beaucoup de temps à la recherche et à l'absorption de nourriture. Quand il se reposait, l'ankylosaure restait souvent couché sur le sol, les pattes repliées vers l'intérieur, le ventre légèrement en contact avec le sol frais. Ce repos aidait la digestion, car moins il bougeait, plus ses entrailles pouvaient traiter la nourriture avalée. Ce rythme lent convenait bien à son mode de vie tranquille basé sur la recherche patiente des plantes. À certains moments de la journée, surtout à l'aube et au crépuscule, la température était plus fraîche. Les plantes contenaient alors plus de sève, rendant la nourriture plus facile à manger et plus nutritive. Les ankylosaures profitaient de ces moments pour s'alimenter en priorité, se reposant davantage pendant les heures les plus chaudes. Un ankylosaure adulte devait se nourrir encore plus attentivement lors de la période où il devait grandir ou réparer son armure après une blessure. L'alimentation jouait donc un rôle dans la force de son bouclier naturel et dans la puissance de ses muscles, surtout ceux de la queue. Pour localiser l'eau, il utilisait son odorat pour détecter l'humidité à distance.
Il était capable de sentir une mare ou un petit ruisseau avant qu'il n'apparaisse devant ses yeux, ce qui lui évitait de marcher trop longtemps sans boire. Il est probable que l'ankylosaure, en apportant toutes ces modifications à la végétation par sa façon de se nourrir, rendait aussi service aux autres animaux herbivores de la région. Son passage nettoyait le terrain, ouvrait des clairières et facilitait le déplacement des plus petits animaux qui pouvaient profiter des plantes oubliées ou repousses laissées derrière lui. Chez certains individus, des marques sur les os du visage et des dents montrent que l'activité de manger pouvait aussi être risquée. En broutant les feuilles très basses ou en approchant sa tête du sol, il pouvait parfois heurter des cailloux cachés ou se faire mordre par de petits animaux défendant leur territoire. Heureusement, la dureté du crâne et les plaques près des joues offraient une protection suffisante dans la majorité des cas. Ce mode de vie basé sur la patience, la force et la recherche constante de nourriture a permis à l'ankylosaure de rester un animal dominant et respecté de son environnement. Sa capacité à exploiter diverses plantes et à profiter du paysage varié du Crétacé prouvait qu'il était parfaitement adapté à son territoire et à son régime alimentaire spécial. La vie de l'ankylosaure était calme lorsqu'il trouvait suffisamment de plantes à manger et de l'eau pour se rafraîchir. Pourtant, même dans les endroits remplis de végétation, le danger n'était jamais loin. De nombreux grands prédateurs vivaient à la même époque que l'ankylosaure, et ils cherchaient aussi à survivre chaque jour. Le Crétacé était rempli d'animaux puissants, certains capables de chasser en solitaire, d'autres en petits groupes. L'ankylosaure devait donc toujours rester prudent, surtout lorsqu'il mangeait, car il pouvait être surpris à tout moment. Le plus célèbre des prédateurs de cette époque était le Tyrannosaurus rex. Ce dinosaure était très grand et massif. Il pouvait dépasser 13 mètres de long et peser plus de 8 tonnes. Sa tête seule était presque aussi longue que le corps d'un humain. Il avait de très grandes mâchoires dotées de dents épaisses et tranchantes, capables d'écraser les os des autres animaux, même ceux avec une peau épaisse. Les autres prédateurs présents dans l'environnement comprenaient aussi des raptors, des carnivores de taille moyenne avec des griffes acérées qui pouvaient se déplacer très vite et bondir sur leur proie. L'ankylosaure, même s'il était couvert d'armure et possédait une queue en massue, devait se méfier. Il était impossible pour lui de courir très vite à cause de son poids et de ses pattes courtes. Lorsqu'il marchait dans les forêts ou les plaines et qu'il sentait une menace, ses premières réactions étaient simples. Il s'arrêtait, se tournait pour présenter son côté le plus armé, toujours le dos ou la queue, puis restait très stable sur ses pattes, prêt à réagir. Cette attitude montrait au prédateur qu'il était difficile à attaquer et qu'il risquait de recevoir un coup très dangereux en retour. Dans la nature, les jeunes ankylosaures étaient, eux, plus exposés aux attaques. Leur armure était moins développée, ils étaient plus petits, plus lents et plus vulnérables. Les prédateurs choisissaient souvent les animaux faibles, malades, isolés ou trop jeunes pour se défendre. Les adultes, eux, se protégeaient mieux grâce à leur taille, leur force et leur grande expérience. Bien que le Tyrannosaurus rex pouvait être attiré par un ankylosaure, il hésitait souvent à attaquer un adulte sain car la combinaison de l'armure et de la queue en massue posait un risque de blessure grave. Dans certains cas, des fossiles montrent que des prédateurs portaient des marques sur les pattes, le crâne ou les côtes, ce qui laisse penser qu'ils ont été frappés par la queue du dinosaure blindé. Seuls certains prédateurs particulièrement affamés ou inexpérimentés essayaient leur chance, ou alors ils tentaient d'isoler les jeunes ou d'attaquer les groupes mal organisés. Quand une attaque avait lieu, la défense de l'ankylosaure reposait sur plusieurs réactions précises. Ils se regroupaient parfois avec d'autres membres de la même espèce pour former une sorte de cercle défensif. Chaque adulte plaçait sa queue du côté extérieur. Ainsi, les prédateurs devaient faire face à de nombreux coups possibles et il était difficile pour eux de pénétrer au centre du groupe. Cette façon de se protéger en groupe augmentait les chances de survie de chacun, surtout des plus jeunes et des individus moins forts. Si l'attaque était lancée contre un ankylosaure solitaire, il utilisait toute sa force pour rester stable et présenter son armure. Il tournait lentement sur lui-même,
gardant toujours sa queue entre lui et le danger. Quand le prédateur approchait trop près, la queue était soulevée puis projetée avec une grande rapidité. Un coup de massue sur une patte ou la mâchoire du prédateur pouvait suffire à briser un os ou à faire très mal, souvent assez pour faire fuir le chasseur. Parfois, les prédateurs cherchaient à retourner l'ankylosaure sur le dos. Sur le ventre, il n'avait pas les mêmes plaques solides, seulement une peau épaisse. Pourtant, le large corps de l'animal et ses pattes courtes rendaient cela très difficile. Sa position basse au sol, son poids imposant et sa forme élargie faisaient qu'il était presque impossible de le retourner volontairement, même pour un dinosaure aussi fort que le Tyrannosaurus rex. Outre la queue et l'armure, l'ankylosaure se protégeait aussi grâce à ses sens. Il surveillait tout bruit suspect, sentait les vibrations du sol et utilisait son odorat pour détecter l'approche d'un autre animal. Il savait anticiper le mouvement d'un prédateur et se préparait toujours à défendre la zone où il mangeait ou se reposait. En milieu ouvert, il préférait rester proche d'un groupe qu'il connaissait, car la sécurité était plus grande. Dans les sous-bois, il utilisait les arbres, les buissons ou la disposition des pierres pour limiter les possibilités d'attaque surprise. La défense de l'ankylosaure ne reposait pas uniquement sur sa force physique. Il était aussi prudent. Il changeait souvent d'endroit quand il sentait un danger se rapprocher. Il avançait lentement, mangeait sans s'éloigner du groupe tant qu'un prédateur n'était pas parti plus loin. Lorsqu'il sentait le sol vibrer ou entendait de lourds bruits dans la végétation, il arrêtait de manger et se tenait prêt. Ce comportement réduisait les risques d'une attaque soudaine. Les observations de fossiles montrent que parfois certains ankylosaures portaient les marques de blessures guéries sur l'armure ou sur la massue. Cela prouve qu'ils pouvaient survivre à des attaques et reprendre leur vie normale après avoir été blessés. Les plaques d'os pouvaient se reconstituer petit à petit, gardant des cicatrices qui témoignaient des combats passés. Les jeunes animaux, plus exposés, restaient souvent proches de leur mère ou d'autres adultes expérimentés. Les adultes surveillaient les alentours pendant que les jeunes mangeaient ou se reposaient. Lorsqu'un prédateur approchait, les adultes se mettaient devant et utilisaient leur taille et leurs armes naturelles pour impressionner l'intrus. Ce rôle de protecteur était vital pour les petits, qui n'avaient pas encore leurs plaques osseuses épaisses ni la force de manipuler leur queue comme les adultes. Dans certains cas, les ankylosaures se servaient des obstacles naturels, rochers, troncs, buissons denses, comme barrières de protection supplémentaires. En se plaçant contre un rocher ou au pied d'un arbre, l'animal protégeait son flanc moins armé, ne laissant exposer que la partie la plus solide de son corps. Cela limitait les directions d'où le prédateur pouvait attaquer. Si un ankylosaure était surpris au milieu d'une zone ouverte, il reculait souvent vers des herbes plus épaisses ou un bois, tentant d'utiliser le terrain à son avantage. Il pouvait se mettre à l'abri derrière une grosse pierre ou s'aligner avec d'autres animaux de son espèce pour former un mur collectif de queues armées et de carapaces. Ce comportement défensif se retrouvait probablement chez plusieurs membres du groupe, montrant une logique simple mais efficace transmise de génération en génération. Durant la saison sèche ou dans les périodes où la nourriture était rare, l'ankylosaure était parfois obligé de s'éloigner un peu plus de sa zone habituelle. Ces déplacements accrus augmentaient les risques de rencontrer des prédateurs. Pour limiter le danger, il partait souvent en petits groupes, restait sur les sentiers connus et avançait plus lentement pour rester vigilant à chaque son ou odeur nouvelle. Lorsqu'un prédateur renonçait face à la ténacité d'un ankylosaure adulte, il se tournait généralement vers d'autres proies, parfois des animaux blessés, malades ou des jeunes non protégés. Cette sélection naturelle permettait aux individus les plus forts et les mieux protégés de survivre et de transmettre leurs caractéristiques à la descendance. Les fossiles retrouvés prouvent que la carapace et la massue sont des éléments qui se sont renforcés au fil des générations, réponse directe à la présence régulière de grands prédateurs dans leur environnement. Les traces fossiles trouvées dans certaines régions montrent des marques de dents sur les plaques osseuses de l'ankylosaure. Ces marques sont parfois superficielles, ce qui prouve que l'attaque n'a pas réussi à perforer l'armure. Les os sous-jacents, dans la plupart des cas,
restent intactes malgré plusieurs tentatives de morsure. Cela souligne l'efficacité de la protection naturelle qui transformait l'animal en forteresse presque impénétrable. Face à des dangers répétés ou quand une attaque se prolongeait, l'ankylosaure pouvait résister pendant plusieurs minutes, voire plus, en gardant la même position de défense. Grâce à la taille de son estomac et à sa capacité à économiser son énergie, il pouvait tenir debout sans faiblir jusqu'à ce que le prédateur se lasse et parte à la recherche d'une proie plus facile. Même si l'ankylosaure était surtout pacifique et préférant éviter le combat, son système de défense était l'un des plus redoutables du Crétacé. Il ne cherchait jamais la confrontation mais répondait toujours à la menace avec une détermination inébranlable. Ce comportement a permis à l'espèce de traverser plusieurs millions d'années, de se répandre dans de vastes territoires et d'échapper à l'extinction face à certains des plus puissants carnivores de l'histoire de la Terre. Les habitudes défensives étaient complétées par une routine quotidienne très régulière. Manger, se déplacer lentement en restant attentif, s'arrêter dès qu'un bruit inattendu survenait, bouger en groupe dès que possible et se reposer seulement dans les endroits sûrs. Durant la nuit, l'ankylosaure se mettait souvent à l'abri sous les arbres, dans des clairières surveillées, ou près de petits groupes prêts à réagir à la moindre alerte. Les relations avec les autres animaux herbivores étaient généralement calmes. Ils pouvaient partager l'espace avec des dinosaures pacifiques, à condition que chacun ait assez à manger. Mais en cas de panique ou de déplacement soudain dû à un prédateur, chaque animal comptait surtout sur ses propres défenses ou sur la solidarité de son espèce. Dans une nature pleine de dangers, l'ankylosaure, grâce à sa carapace, sa queue massue, sa prudence et sa force, restait un adversaire difficile à abattre. Les prédateurs apprenaient vite, en observant ou après des tentatives infructueuses, que s'attaquer à un adulte n'était jamais la meilleure solution. Ils privilégiaient alors d'autres cibles ou attendaient une opportunité rare. Ainsi, au quotidien, l'ankylosaure montrait que le meilleur moyen d'affronter le danger n'était pas d'attaquer, mais de résister avec intelligence et courage en utilisant toutes les ressources que la nature lui avait données pour survivre dans un monde difficile. Chaque journée de l'ankylosaure était remplie de petites décisions nécessaires pour rester en sécurité et conserver la force dont il avait besoin pour survivre dans un monde aussi exigeant. Il devait s'appuyer sur ses sens et sur ses comportements naturels pour éviter les dangers et profiter des ressources autour de lui. Malgré sa cuirasse et sa queue forte, l'ankylosaure, pour bien vivre, devait comprendre ce qui se passait autour de lui et faire attention à chaque détail de son environnement. Le cerveau de l'ankylosaure était petit, surtout quand on le compare à la taille totale de son corps, mais il était suffisant pour commander ses mouvements, ses réactions et ses habitudes quotidiennes. Les parties du cerveau qui analysaient les odeurs et les sons étaient bien formées. Les scientifiques qui étudient l'intérieur des crânes d'ankylosaures fossilisés ont remarqué des cavités spéciales pour les nerfs olfactifs, les nerfs qui servent à sentir. Cela montre que son odorat était un de ses principaux atouts. Grâce à son nez large, placé juste devant sur le museau, l'ankylosaure pouvait sentir la présence d'eau, de plantes fraîches, d'autres membres de son espèce, ou même l'odeur d'animaux dangereux. Ce sens était utile, surtout le matin ou en soirée, quand l'air devient plus frais et que les odeurs voyagent mieux. Par l'odorat, il pouvait reconnaître les endroits qu'il connaissait déjà et mémoriser les chemins vers les zones les plus riches en nourriture. Sa vue était adaptée à son mode de vie terrestre. Il avait des yeux de taille moyenne, protégés par des plaques près des orbites, ce qui limitait un peu la vision vers l'arrière, mais lui permettait de bien voir au sol et devant lui. Cela suffisait pour repérer les mouvements dans la végétation, observer les herbes qui bougeaient ou capter l'ombre d'un animal qui approchait. Même si sa vue n'était pas parfaite pour distinguer des détails très loin, elle l'aidait à voir les obstacles proches et à éviter une collision, que ce soit en marchant ou en cherchant de la nourriture. Le sens de l'ouïe de l'ankylosaure était assez bien développé. Les oreilles, bien que discrètes et petites, recevaient surtout les sons graves et les vibrations du sol. Ces sons pouvaient signaler l'arrivée d'un autre membre du groupe ou prévenir d'un danger si le sol vibrait sous les pas lourds d'un prédateur.
Il était donc en mesure d'associer certains bruits à des risques et de réagir assez vite. En plus de ses sens, l'ankylosaure utilisait les vibrations pour communiquer avec d'autres membres de son espèce. Lorsque plusieurs ankylosaures évoluaient ensemble dans une zone, ils laissaient parfois des traces de leur déplacement et se positionnaient de manière à voir et à entendre les autres. Les communications de base se faisaient sans cris puissants. Parfois, ils remuaient la queue sur le sol, produisant un bruit sourd, ou piétinaient avec plus de force pour être entendus par le groupe, surtout si un changement de position était nécessaire ou si un danger se rapprochait. Le comportement quotidien de l'ankylosaure était dicté par ses besoins primaires. Il devait chercher de la nourriture, s'hydrater, se reposer et se protéger. Le matin, il était actif juste après le lever du soleil. À ce moment, l'air était plus frais. La rosée humectait les plantes longtemps et la lumière douce permettait de se déplacer sans trop souffrir de la chaleur. L'ankylosaure arpentait alors la végétation à la recherche de feuilles tendres, utilisant son odorat pour sentir les meilleures plantes et sa vue pour éviter les obstacles ou repérer un danger. Si un prédateur ou un animal inconnu s'approchait, l'ankylosaure modifiait immédiatement son comportement. Il ralentissait sa marche ou s'immobilisait. Il analysait la direction du bruit ou de l'odeur et choisissait de se tourner pour présenter son armure et sa queue. Parfois, il reculait ou se rapprochait de membres de son groupe pour augmenter les chances de sécurité. Quand le risque disparaissait, son comportement redevenait calme et il reprenait sa routine. L'ankylosaure était aussi capable d'apprendre de ses expériences. Un individu confronté plusieurs fois au même type de danger pouvait adapter sa façon de réagir. Il pouvait par exemple reconnaître un certain bruit comme un signe de la venue d'un prédateur ou comprendre qu'une zone de la forêt offrait plus d'abris naturels que d'autres endroits. Cette faculté d'adaptation était simple mais utile pour bien vivre dans un environnement où tout changeait vite. Lorsqu'il se reposait, il choisissait de préférence des endroits calmes, où le sol était plat et la vue dégagée autour. Il se couchait sur le ventre, les pattes repliées sous le corps, le museau posé au sol ou légèrement relevé. Ce repos était souvent bref au cours de la journée. Il restait attentif, prêt à se redresser en cas de bruit ou de mouvement étrange dans les environs. Dans la vie sociale, certains ankylosaures pouvaient en vivre seuls, surtout les adultes expérimentés, tandis que d'autres se déplaçaient en petits groupes familiaux. Au sein du groupe, il existait un ordre simple. Les adultes restaient près des jeunes pour les guider et les protéger. Les plus âgés montraient les chemins et les endroits sûrs pour manger. Les jeunes apprenaient aussi à utiliser leur queue, observer les mouvements des adultes et se déplacer lentement entre les buissons. Le groupe offrait aussi des avantages pour la surveillance. Plusieurs yeux, oreilles et narines permettaient de repérer un danger plus vite. Les déplacements en groupe limitèrent le risque pour chaque individu, surtout pour les petits moins bien protégés par leur armure encore fine. Les échanges de signaux, qu'il s'agisse de bruits faibles, de mouvements de queue ou de frottements contre la végétation, étaient suffisants pour avertir tout le monde s'il fallait bouger, se mettre en cercle ou repartir dans une autre direction. L'un des comportements typiques d'un ankylosaure en déplacement était de marcher toujours en tenant sa queue un peu relevée. Cette attitude témoignait autant de sa capacité à frapper en cas d'urgence que d'une habitude de déplacement pour éviter d'abîmer la partie la plus précieuse de ses défenses. Dans les zones plus ouvertes, il choisissait de marcher à proximité d'arbres, de rochers ou de buttes naturelles afin d'avoir le plus possible un abri en cas de problème soudain. La gestion de la nourriture était aussi influencée par son comportement. Lorsqu'il découvrait une zone très riche en plantes, l'ankylosaure pouvait rester longtemps sur place, mangeant de grandes quantités puis se reposant, parfois avec d'autres membres du groupe. Avant de partir dans une nouvelle zone, il observait l'environnement, attendait parfois un signal d'un autre membre du groupe ou répondait juste à son propre instinct. Cette sélection de lieux où manger et dormir était dictée par le besoin de sécurité et de calme. La défense du territoire n'était pas agressive.
S'ils rencontraient un autre ankylosaure qui n'était pas du même groupe, les adultes pouvaient se jauger du regard, tourner un peu autour de l'autre ou taper doucement le sol avec la queue pour montrer leur présence. Souvent, chaque individu poursuivait son chemin sans conflit, mais s'il y avait compétition pour une ressource rare, comme de la nourriture après une saison sèche, il pouvait y avoir quelques coups de queue lents, sans vraie blessure, qui suffisaient à séparer les animaux. Pendant les périodes de chaleur intense, l'ankylosaure cherchait les endroits ombragés, humides, et modifiait son cycle d'activité. Il marchait plutôt le matin ou en fin d'après-midi, évitant les heures où le soleil était trop fort. Quand il devait parcourir de longues distances, il faisait des pauses fréquentes, s'arrêtant pour sentir l'air, observer autour de lui, écouter les bruits ou goûter le sol avec la langue pour détecter l'humidité. La communication entre individus reposait sur des méthodes simples mais efficaces. Les mouvements de la queue, les bruits faibles, les frottements parfois discrets contre les plantes ou le sol étaient compris par tous les ankylosaures du groupe. Même les jeunes, dès les premiers mois de leur vie, apprenaient à reconnaître ces signaux en observant les gestes des adultes. Cette communication discrète permettait d'alerter sans attirer l'attention des prédateurs ou attirer d'autres animaux concurrents. La mémoire d'un ankylosaure n'était pas complexe, mais suffisait pour se souvenir des endroits sûrs, des chemins menant à l'eau ou aux meilleures plantes, et des situations déjà vécues qui s'étaient avérées risquées ou bénéfiques. Certains adultes, en vieillissant, gardaient probablement l'habitude de repasser plusieurs fois par les mêmes endroits et de guider les jeunes vers les ressources les plus fiables d'une saison à l'autre. Le comportement de vigilance était aussi visible dans la façon dont l'ankylosaure répartissait ses temps d'activité dans la journée. L'activité était réduite la nuit, avec plus de repos sous la surveillance des adultes, alors qu'au lever du soleil, tout le groupe se mettait à reprendre la recherche de nourriture, souvent dans la même direction pour couvrir plus de surface tout en maintenant la sécurité du groupe. Lorsque la pluie était forte, l'animal adaptait aussi ses comportements, cherchant les zones où les sols restaient stables pour éviter de s'enliser ou suivant des petits sentiers déjà tracés dans la végétation. Les jeunes apprenaient au fil du temps les endroits à éviter, les abris naturels à utiliser, les odeurs à reconnaître pour prévoir un risque ou identifier un membre du groupe. En résumé, chaque comportement de l'ankylosaure, qu'il s'agisse de se nourrir, marcher, se reposer, se défendre ou communiquer, était simple mais efficace. Sa faible intelligence ne l'empêchait pas de fonctionner parfaitement dans le contexte naturel du Crétacé. Les interactions avec ses semblables, l'organisation du groupe, la gestion des déplacements et l'apprentissage de la prudence constituaient le cœur de son mode de vie. Ses habitudes, apprises dès le plus jeune âge et répétées tout au long de la vie, contribuaient à sa sécurité et à la survie du groupe dans leur vaste environnement. Grâce à toutes ces habitudes et comportements observés dans la vie des ankylosaures, il est possible d'aller plus loin et de comprendre comment les scientifiques ont pu reconstituer leur monde et leur mode de vie. Sans la présence d'ossements, de traces ou d'autres preuves concrètes, il serait impossible de savoir l'histoire de cet animal spécial qui a vécu il y a environ 70 millions d'années. Les fossiles sont alors devenus la principale source d'informations sur l'ankylosaure et sur ce qui l'entourait, jour après jour, sur la terre du Crétacé. Les premiers fossiles d'ankylosaures ont été découverts en Amérique du Nord, dans des régions où le sol est composé de couches de terre très anciennes. Les paléontologues, c'est-à-dire les scientifiques qui étudient la vie passée grâce aux fossiles, parcourent souvent ces paysages munis d'outils, à la recherche de traces laissées par les animaux disparus. Les restes les plus courants retrouvés sont des ossements du dos, des morceaux de crâne, des parties de la queue massue et beaucoup de plaques osseuses. Les couches de terre protègent très bien ces éléments, surtout lorsque les conditions naturelles permettent d'éviter la pourriture ou la destruction par l'eau et le vent pendant des millions d'années. En fouillant lentement le sol, les chercheurs découvrent parfois des fragments très petits, mais il leur arrive aussi de trouver une grande partie du squelette entier. Lorsqu'un fossile d'ankylosaure est retrouvé, il faut beaucoup de patience pour l'extraire sans l'abîmer.
Les scientifiques enlèvent la terre peu à peu en utilisant des petits pinceaux, des spatules fines et parfois de l'eau pour ramollir certaines parties. Cette observation précise de chaque os aide à comprendre la structure du corps, comment l'animal bougeait et à quoi il ressemblait en détail. Une grande partie de ce que l'on sait sur l'armure, la forme, la taille et la queue de l'ankylosaure vient directement de l'étude des fossiles retrouvés. Les plaques osseuses sont souvent très bien conservées. Leur taille, leur épaisseur et leur surface témoignent de la forte protection qu'elles apportaient à l'animal vivant. Parfois, les scientifiques trouvent aussi les traces de morsures sur ces plaques, signes d'anciennes batailles ou de tentatives d'attaque de la part de grands prédateurs. Les fossiles de la queue sont également précieux car ils montrent comment la queue massue était reliée au bassin, mais aussi la façon dont elle pouvait être utilisée pour frapper. Il n'est pas rare de trouver des fossiles d'ankylosaures près de ceux d'autres animaux du Crétacé, comme le Tyrannosaurus rex ou de grands dinosaures herbivores. Cela indique que les mêmes territoires étaient occupés par plusieurs espèces, mettant en lumière la richesse de ces milieux naturels anciens. Les restes fossilisés de différentes tailles, de jeunes et d'adultes, montrent que les ankylosaures vivaient ici pendant plusieurs générations et que le climat, les plantes et les autres animaux n'ont cessé de changer autour d'eux. Des découvertes en Asie, notamment en Mongolie et en Chine, ont permis de réaliser que l'ankylosaure n'était pas le seul dinosaure blindé de son époque. Il existait plusieurs familles proches, chacune avec ses spécificités. Certaines armures étaient plus hautes, certaines queues plus longues, ou certaines espèces possédaient des épines supplémentaires sur les côtés. Grâce à la comparaison des fossiles asiatiques et nord-américains, les scientifiques peuvent mieux comprendre les différences et l'évolution de ces animaux selon les territoires. L'observation des crânes fossiles est très précieuse. En étudiant les cavités à l'intérieur du crâne, les chercheurs peuvent reconstituer la taille du cerveau et la forme des organes sensoriels. Ils analysent la position des yeux, des narines et des muscles pour déduire la puissance des mâchoires, le champ de vision ou l'importance de l'odorat dans la vie quotidienne de l'animal. Les crânes cassés ou déformés peuvent aussi fournir des indices sur la survie après une blessure et sur la capacité de ces animaux à guérir. Les fossiles de dents permettent de savoir ce que l'ankylosaure mangeait. En regardant l'usure sur les dents et la façon dont elles étaient plantées dans la mâchoire, les experts ont compris que cet animal grignotait surtout des plantes basses, en broyant la végétation plus que d'autres dinosaures herbivores. Cette observation est confirmée par les traces de micro-rayures et par la présence de fossiles d'excréments fossilisés, appelés coprolites, retrouvés à proximité des squelettes. Ces coprolites contiennent souvent des restes de feuilles, de petits morceaux de branches et parfois des cailloux avalés pour faciliter la digestion. Quand l'ankylosaure mourait, dans certains cas, il était recouvert rapidement par la boue, les cendres volcaniques ou l'eau d'une crue. Ce sont souvent ces conditions rapides d'enfouissement qui permettent une bonne conservation. Les couches de terre durcissaient avec le temps, transformant les os en pierre. Après des millions d'années, la terre qui recouvre les os se soulève à cause du vent, de l'eau ou des tremblements de terre, exposant parfois de nouveaux fossiles à la surface. La lente étude de tous ces objets fossiles permet aux chercheurs de reconstruire l'animal avec fidélité. Après avoir nettoyé, mesuré et parfois recollé les pièces, ils peuvent assembler un squelette complet ou presque complet dans un musée. Ce travail minutieux aide aussi à découvrir la position des os chez les jeunes, les différences entre les individus ou la façon dont les armures et les queues massues évoluaient au cours de la croissance. En plus des os, quelques fossiles conservent parfois l'empreinte de la peau, de la texture des écailles ou de la disposition exacte des plaques sur le dos. Ces empreintes rares donnent une idée plus précise de la forme réelle de l'ankylosaure. Elles servent aussi à imaginer les couleurs ou les motifs possibles du corps, même si la couleur exacte d'un animal disparu il y a 70 millions d'années reste toujours un mystère. Dans les différents pays où ces fossiles sont découverts, les paléontologues utilisent aussi la géologie pour dater précisément l'âge des couches de terre et donc l'âge des ossements. Ils analysent les minéraux, la disposition des sédiments
et parfois les empreintes de pas laissées par les dinosaures sur la boue sèche devenue pierre. Ces empreintes montrent la taille réelle de l'animal, la largeur de son pas et la forme caractéristique de ses pattes courtes et puissantes. Certaines traces de pas révèlent même comment un ankylosaure pouvait tourner sur lui-même en cas de danger ou marcher en groupe avec d'autres membres de son espèce. Dans les laboratoires contemporains, les scientifiques scannent maintenant les os fossiles avec des machines spéciales pour voir l'intérieur sans casser les spécimens précieux. Grâce aux images obtenues, ils peuvent mesurer l'épaisseur des plaques, voir les marques de muscles sur les os et modéliser en 3 dimensions la force du cou, du dos ou de la queue. Cela permet de tester virtuellement l'efficacité de la massue, l'articulation de la colonne vertébrale et la façon dont l'animal pouvait bouger dans la nature. Parfois, lors de grandes fouilles, les chercheurs découvrent des restes fossiles de plusieurs ankylosaures ensemble. Cela laisse penser que ces animaux pouvaient vivre à proximité ou mourir en groupe lors d'événements spéciaux, comme une inondation ou une sécheresse soudaine. Mais le fait que de jeunes ossements soient retrouvés à côté de ceux d'adultes suggère aussi des liens familiaux ou sociaux chez ces animaux. Les traces de blessures sur les fossiles racontent une histoire différente de celle des combats et de la survie quotidienne. Certaines plaques portent des marques régulières. Des trous ou des bosses signalent une attaque par un prédateur, mais aussi la guérison de l'os après le choc. Les scientifiques arrivent à estimer à quel âge un ankylosaure a survécu à une attaque ou à une maladie. Les restes d'os cassés réparés témoignent de la résilience et de la solidité de l'animal. Les paléontologues peuvent ainsi mieux comprendre les relations entre chasseurs et proies dans le Crétacé. Au fil des décennies, la découverte de fossiles d'ankylosaures et leur étude précise ont beaucoup appris à l'humanité sur la diversité de la vie ancienne. Des scientifiques venus de nombreux pays partagent leurs trouvailles, comparent les pièces rares, publient des dessins et des mesures précises. Ils construisent parfois des maquettes grandeur nature pour que les visiteurs des musées puissent imaginer à quoi ressemblait réellement un ankylosaure vivant. Les lieux fameux pour la recherche fossile sont aujourd'hui protégés pour que les générations futures puissent continuer à chercher et à comprendre le passé. En Amérique du Nord, des régions entières de prairies et de canyons sont maintenant classées. En Asie, des zones de désert sont fouillées chaque année. Si parfois seuls des petits bouts d'os sont récupérés, chaque découverte est un morceau de puzzle qui aide à compléter le portrait de l'ankylosaure. Même si beaucoup de questions restent encore sans réponse, le travail patient des paléontologues permet d'assembler peu à peu l'histoire des ankylosaures et de leurs contemporains. Ensemble, ces fragments retrouvés, analysés et partagés racontent un monde complexe, peuplé d'êtres robustes, intelligents à leur manière, capables de survivre aux pires dangers de leur époque. Par la comparaison des fossiles et des sites de découverte, les chercheurs peuvent suivre les migrations d'ankylosaures. Ils reconstituent comment l'environnement changeait. Forêts anciennes, rivières déplacées, saisons modifiées, volcans actifs. Cela explique pourquoi certaines espèces ont disparu alors que d'autres ont survécu plus longtemps. Cela montre aussi la richesse et la diversité de la vie sur Terre il y a bien longtemps, quand aucun humain ne vivait encore sur la planète. Le travail sur les fossiles continue chaque année avec de nouveaux outils, de nouvelles équipes et de nouvelles idées pour expliquer exactement comment l'ankylosaure vivait, bougeait, mangeait, se défendait et grandissait. Toute cette aventure scientifique rapproche un peu plus l'histoire oubliée de la préhistoire de notre monde moderne en apportant des preuves concrètes qui font revivre l'ankylosaure dans l'imagination de chacun. Au fil des recherches menées sur les fossiles et sur les différents os trouvés dans le monde entier, les scientifiques ont aussi tenté de résoudre l'un des grands mystères de l'ankylosaure. Comment se reproduisait-il? La vie d'un animal ne commence pas adulte, prêt à se battre et à se défendre. Chaque ankylosaure, comme beaucoup de dinosaures, commençait probablement sa vie sous la forme d'un petit œuf caché dans la terre ou dans des nids bien protégés. Il n'existe pas à ce jour de fossiles parfaits de nids d'ankylosaures découverts avec toute une famille d'œufs ou de petits.
Mais en observant les pratiques de nombreux dinosaures du Crétacé et en étudiant de rares fragments d'œufs fossilisés, les scientifiques ont pu proposer une idée de la façon dont l'ankylosaure poussait sa première inspiration dans le monde. Au moment de la ponte, la femelle cherchait un endroit sûr, caché parmi la végétation ou près d'un rocher solide. Elle utilisait peut-être ses pattes pour creuser un trou peu profond dans la terre. Ce creux servait à recevoir les œufs, qui étaient recouverts d'une fine coquille dure. On suppose que ces œufs étaient ronds ou ovales, plutôt petits par rapport à la taille énorme de l'animal adulte, probablement d'une taille voisine de celle d'un gros ballon. Une fois que la femelle avait pondu plusieurs œufs, elle les recouvrait de morceaux de terre, de feuilles mortes ou de branches pour garder la chaleur et cacher le nid des prédateurs. Le nombre d'œufs dans un nid pouvait varier, mais certains paléontologues estiment qu'une ponte d'ankylosaure pouvait compter au moins une dizaine d'œufs et parfois plus. Cette stratégie permettait d'augmenter les chances de survie de quelques petits, car dans la nature, tous les œufs ne donnèrent pas naissance à un adulte. Certains étaient mangés par d'autres animaux, d'autres n'éclosaient jamais. Les œufs restaient protégés dans le sol pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, le temps que les petits se développent à l'intérieur de leur coquille. Quand le moment de l'éclosion arrivait, les petits ankylosaures utilisaient un bec osseux temporaire pour casser la coquille depuis l'intérieur. Dès la sortie, les bébés étaient déjà capables de marcher, même si leurs plaques osseuses n'étaient pas dures comme celles des adultes. Leur corps était doux, la peau souple, et ils n'avaient qu'une très légère protection sur le dos. Cela les rendait très vulnérables aux prédateurs. Pour se défendre, les jeunes ankylosaures restaient groupés et cherchaient tout de suite un abri sous les fougères ou les branches basses. Les premiers jours après l'éclosion étaient les plus dangereux pour le petit ankylosaure. Des prédateurs comme des petits mammifères, des oiseaux carnivores ou de petits dinosaures étaient toujours prêts à profiter d'un nouveau-né isolé ou mal caché. Les jeunes bougeaient le moins possible pour ne pas être repérés. Ils suivaient leurs frères et sœurs et restaient silencieux. Si un adulte était présent, il pouvait surveiller le nid et repousser les prédateurs potentiels grâce à sa taille et à sa queue redoutable. Mais il n'est pas certain que les ankylosaures aient pris soin de leurs petits comme certains oiseaux d'aujourd'hui. Certains scientifiques pensent que les adultes pouvaient veiller à proximité au moins durant les premiers jours, puis reprendre leur vie normale. Les petits, eux, devaient apprendre vite à se débrouiller pour survivre. La croissance de l'ankylosaure commençait très vite. Chaque jour, les petits mangeaient des feuilles tendres, des jeunes pousses faciles à préparer pour leur petit estomac. Leur museau était déjà large et plat, fait pour fouiller les feuillages et avaler des petits morceaux de plantes. Quelques semaines après la naissance, leurs pattes devenaient déjà plus fortes et plus larges, permettant de marcher un peu plus vite et de se cacher en cas de danger. La transformation la plus impressionnante arrivait sur le dos. Les plaques osseuses commençaient à se former sous la peau du jeune animal. D'abord souples, elles durcissaient lentement, devenant progressivement de vrais boucliers naturels. Cette armure grandissait chaque année à mesure que le petit ankylosaure mangeait beaucoup de plantes riches en calcium et en minéraux indispensables à la construction de ses os. La croissance n'était pas régulière pour tous les individus. Les plus forts ou les mieux nourris développaient des plaques plus vite, devenant moins vulnérables. D'autres mettaient plus de temps. La base de la queue grandissait aussi, mais la fameuse massue caudale apparaissait bien plus tard. Elle commençait par de petits renflements osseux qui se solidifiaient au fil des années pour former l'arme parfaite d'un adulte mature. L'enfance de l'ankylosaure était donc une période à la fois mouvementée et risquée. Les petits restaient souvent en groupe pour se protéger, cherchant des coins d'herbe haute ou de fougères pour dormir et se cacher. Leur couleur était sans doute plus terne que celle des adultes, leur permettant de se fondre encore mieux dans le paysage. En quelques années, les jeunes ankylosaures gagnaient du poids, des muscles et des plaques de plus en plus solides. Leur manière de marcher changeait. D'abord maladroits, ils apprenaient à utiliser leur queue comme balancier et à s'appuyer solidement sur leurs pattes puissantes.
Ils développaient aussi l'habitude de tourner sur eux-mêmes quand ils sentaient un danger, pratique observée chez les adultes. La nourriture restait essentielle. Les jeunes mangeaient des feuilles tendres, mais avec le temps, ils apprenaient à broyer des branches plus fermes ou des végétaux plus fibreux. Leur système digestif, d'abord fragile, devenait plus solide, capable de traiter une grande quantité de végétaux variés. Quand un ankylosaure atteignait la taille et la force d'un adulte, ses plaques du dos étaient complètement développées, la massue de la queue bien formée et les muscles prêts pour porter tout le poids du corps. La croissance d'un ankylosaure jusqu'à l'âge adulte prenait sûrement plusieurs années. Certains scientifiques pensent même que cela pouvait prendre plus de 10 ans. À chaque étape, l'animal devenait plus sûr de lui, plus résistant aux maladies et surtout plus difficile à attaquer pour les prédateurs. Pendant la période de croissance, les jeunes devaient encore éviter de s'éloigner des adultes ou des autres jeunes du groupe. Leur prudence était leur meilleure défense. Ils apprenaient aussi à reconnaître les odeurs de danger, à discerner les bruits des prédateurs et à se cacher dès qu'un bruit suspect résonnait dans la forêt ou la plaine. Parfois, malgré toutes les précautions, certains petits étaient attrapés par des prédateurs. Ceux qui survivaient étaient ceux qui apprenaient vite à bien utiliser les abris naturels, à se placer dans l'ombre, à bouger lentement et à se confondre avec les feuilles et la terre. Ceux qui étaient plus curieux ou trop bruyants étaient plus facilement repérés. Lorsque la saison des pontes revenait l'année suivante, les ankylosaures adultes cherchaient à nouveau des endroits sûrs pour pondre, souvent proches des anciens nids si l'endroit n'était pas devenu trop dangereux. Cette fidélité possible à certains territoires assurait la survie du groupe, car les meilleurs abris étaient transmis d'une génération à l'autre. La reproduction et la croissance des ankylosaures montrent l'importance d'un long apprentissage et d'une adaptation constante à un monde plein de dangers. Chaque étape, de l'œuf jusqu'à l'âge adulte, était un combat pour survivre avec le soutien de la nature, de la végétation et parfois d'autres membres de la même espèce. Les scientifiques continuent à rechercher des indices fossiles pour mieux connaître les secrets de la naissance et du développement de l'ankylosaure. Chaque découverte d'os jeunes, chaque fragment d'œuf, chaque trace de minuscules plaques ajoute un détail à cette histoire longue de millions d'années. Grâce à ces indices, il devient possible de comprendre non seulement la puissance et la résistance des adultes, mais aussi la fragilité, la rapidité de croissance et l'intelligence pratique qui ont permis à cette espèce de durer si longtemps au Crétacé. La transmission des comportements de vigilance, l'apprentissage de la prudence et la reconnaissance des signaux du groupe sont essentiels pour la survie de chaque ankylosaure. Cela explique aussi pourquoi certaines populations ont mieux survécu dans certaines régions. Elles ont appris à éviter les endroits dangereux, à choisir les meilleures cachettes et à trouver la nourriture la plus riche pour grandir vite et fort. Même à l'âge adulte, la croissance n'était jamais vraiment terminée. Les os continuaient à se renforcer, les plaques pouvaient s'épaissir encore avec les années et la massue de la queue devenait parfois plus grosse si l'animal vivait longtemps. Ce développement continu assurait à l'ankylosaure une défense toujours plus solide contre les dangers de son monde. Chaque individu ayant survécu aux dangers de la jeunesse et atteint l'âge adulte devenait à son tour porteur des souvenirs du groupe et transmetteur de l'expérience acquise. Il montrait le chemin aux plus jeunes, participait parfois à la défense collective en cas de menace et occupait une place importante dans la petite société formée par les ankylosaures dans les vastes forêts et plaines du Crétacé. Quand un ankylosaure parvenait à l'âge adulte, il rejoignait la longue histoire de son espèce, pleine d'adaptation et de réussite dans la nature du Crétacé. Après des années d'apprentissage, d'expériences vécues dans la forêt et de dangers évités, il apportait au groupe sa force et ses connaissances. Mais l'importance de l'ankylosaure ne s'arrête pas à sa propre survie. Même des millions d'années après sa disparition, la trace qu'il a laissée sur la planète continue d'être étudiée, admirée et source d'inspiration. Aujourd'hui, partout dans le monde, des musées présentent des squelettes reconstitués d'ankylosaures, retrouvés lors de longues fouilles en Amérique du Nord ou en Asie. Ces squelettes impressionnent les visiteurs de tout âge. Leur taille, leur armure
La massue de leur queue raconte une histoire de résistance, d'inventivité naturelle et d'équilibre dans un monde hostile. Chaque plaque osseuse, chaque vertèbre, chaque dent lourdement usée porte le souvenir d'un animal qui a résisté à toutes les épreuves de son temps. L'image de l'ankylosaure attire toujours la curiosité, car il n'existe plus aujourd'hui d'animal possédant cette silhouette si particulière. Son armure presque complète, faite de centaines de plaques dures, est étudiée pour comprendre la défense dans le monde animal. Sa queue habillée d'une massue est devenue un symbole de protection, à la fois simple et extrêmement efficace. Les chercheurs analysent encore chaque fragment fossile pour mieux comprendre comment une telle adaptation a pu apparaître et se perfectionner au fil des générations. L'ankylosaure est un exemple d'évolution réussie. Il a développé toutes ses protections non seulement à cause des prédateurs puissants, mais aussi pour répondre à son environnement, à ses besoins alimentaires et à la vie en groupe. L'apparition successive d'armes naturelles, de plaques osseuses de plus en plus solides, de comportements prudents a permis à l'espèce de survivre plusieurs millions d'années dans un monde rempli de dangers. Cette longue histoire évolutive s'est déroulée sur des terres parfois volcaniques, traversées par de grandes rivières, couvertes en grande partie par des forêts épaisses ou des plaines ouvertes, où chaque carapace devait aussi s'adapter au climat, aux plantes et aux autres animaux. La richesse des fossiles d'ankylosaures retrouvés montre que ces animaux étaient nombreux pendant la fin du Crétacé. Sur certains sites de fouilles, il n'est pas rare de voir plusieurs spécimens retrouvés proches les uns des autres. Cela prouve que l'espèce a connu une grande réussite et a occupé de vastes territoires allant du continent nord-américain jusqu'aux plaines d'Asie de l'Est. Les différences d'armure, de taille ou de disposition des plaques retrouvées dans toutes ces régions sont aussi la trace d'une évolution locale. Adaptation au climat de chaque région, au type de plantes présents, au type de prédateurs locaux. Chaque ankylosaure adulte, avec ses longues années d'expérience, jouait aussi un rôle dans la reproduction, la transmission des habitudes de prudence et la connaissance des meilleurs territoires à ses petits et aux plus jeunes du groupe. Il participait à cet héritage naturel silencieux où chaque génération transmettait des gestes, des choix de lieux sûrs, des habitudes de déplacement, de nourriture, d'organisation du groupe face aux dangers. La disparition de l'ankylosaure et des autres dinosaures n'a pas été immédiate et s'est déroulée au fil du temps, sûrement autour de 65 millions d'années avant aujourd'hui. Les raisons sont multiples, des changements brutaux du climat, des modifications dans la forme des continents, de puissantes éruptions volcaniques et sans doute la chute d'une météorite géante sont venues bouleverser le monde du Crétacé. La végétation a changé, des périodes de froid ou de sécheresse intense ont rendu la nourriture moins abondante et de nouveaux types de plantes sont apparus, laissant moins de place à certains grands herbivores. Les grands animaux comme l'ankylosaure, adaptés à des environnements bien précis, ont vu peu à peu disparaître leurs ressources et leurs refuges. Même après leur disparition, leur empreinte reste partout, dans la roche, sous forme de fossiles, dans les modèles reconstitués dans les musées, mais aussi dans l'imagination de tous ceux qui rêvent des animaux anciens. Des artistes dessinent des ankylosaures dans leurs paysages anciens. Des enfants construisent parfois des modèles de ces animaux avec du sable, du papier ou du plastique, inspirés par la puissance et l'allure unique de ce dinosaure. Les films et les livres racontent souvent la force de l'armure, la puissance de la queue et le courage tranquille de l'animal face au danger. La recherche scientifique se poursuit chaque année. Les paléontologues utilisent maintenant des outils de plus en plus précis. Scanners, impression en 3 dimensions, analyse chimique des fossiles pour reconstituer l'apparence, la couleur ou même certains comportements de l'ankylosaure. De nouveaux fossiles sont régulièrement trouvés, enrichissant la connaissance du passé et modifiant parfois ce que l'on croyait savoir. Ces travaux collectifs aident à mieux comprendre la diversité de la vie, la capacité des espèces à s'adapter et à résister aux changements les plus grands. L'ankylosaure, à sa manière, aide à rappeler que chaque animal, aussi particulier soit-il, a une place dans la grande histoire de la Terre. Les adaptations de ce dinosaure, étudiées avec attention,
servent d'exemple pour comprendre comment la nature peut proposer plusieurs solutions pour un même problème. La protection contre les prédateurs, la vie en groupe, la capacité à se nourrir dans des environnements variés, l'apprentissage dès le plus jeune âge, tout cela montre la force et la diversité des solutions développées par les espèces pour vivre, grandir et donner naissance à d'autres générations. Dans de nombreuses écoles et universités, l'ankylosaure est étudié comme un animal modèle. Sa carapace, la disposition de ses plaques osseuses, la forme de son crâne et l'évolution de sa puissante queue servent d'exemple pour expliquer l'évolution, la défense naturelle, les comportements sociaux et les réponses à la pression des prédateurs. Les étudiants apprennent à reconnaître les fossiles et à comprendre la différence entre les espèces grâce aux détails laissés dans les couches de terre. Même dans l'art et la culture populaire, l'ankylosaure joue un rôle. Il est parfois choisi comme symbole de résistance, de persévérance ou de protection. Certains sports, entreprises ou groupes d'enfants utilisent l'image de ce dinosaure pour illustrer la force collective, la capacité à surmonter ensemble les épreuves ou encore la nécessité de réfléchir avant d'agir. L'étude des ankylosaures n'a pas seulement permis de mieux connaître ce dinosaure unique, mais elle a ouvert la voie à la compréhension d'autres animaux disparus. Les méthodes utilisées par les chercheurs sont aujourd'hui employées pour retrouver des traces d'animaux beaucoup plus anciens ou pour comparer les adaptations entre différentes familles de dinosaures. Certains chercheurs utilisent même les données accumulées sur l'ankylosaure pour étudier la façon dont d'autres animaux actuels, comme les tortues ou les crocodiles, se sont adaptés à leur environnement pour survivre jusqu'à aujourd'hui. L'héritage de l'ankylosaure se poursuit donc à travers la science, l'éducation, l'imagination, l'art et la technologie. Il reste dans la mémoire collective le symbole d'un animal qui a su relever les défis de son temps grâce à la patience, la force, l'organisation du groupe et la capacité à apprendre à chaque étape de la vie. Sa disparition rappelle aussi que même les espèces les mieux protégées peuvent être menacées par de grands changements naturels et incite à mieux comprendre et préserver les équilibres naturels modernes. Dans les régions où ont été trouvés des fossiles d'ankylosaures, les communautés locales sont parfois fières de ce passé préhistorique. Elles organisent des festivals, des expositions ou des visites guidées pour faire découvrir aux visiteurs le travail des paléontologues et la richesse de leurs terres. Certains enfants rêvent de devenir chercheurs pour un jour, eux aussi, trouver un morceau de plaque, de crâne ou de queue fossilisée. À chaque découverte, à chaque nouvelle pièce de squelette, à chaque progrès dans la compréhension de la vie de l'ankylosaure, s'ajoute un nouveau chapitre dans l'histoire naturelle. Ce dinosaure, resté secret dans la Terre pendant des millions d'années, continue d'enseigner, de donner envie d'explorer et de rappeler que la diversité de la vie est immense et surprenante. L'ankylosaure demeure donc l'un des exemples les plus clairs de l'ingéniosité de la nature et de l'importance de l'étude du passé. Par l'attention que les chercheurs portent à chaque détail de ces fossiles, à chaque empreinte laissée dans la pierre, il continue d'être un sujet de fascination, de respect et de leçons sur la vie de notre planète à travers les âges les plus anciens jusqu'à aujourd'hui.